L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. Du 6 au 9 mars, c'est la 48e édition du Salon de l'Agriculture à Tarbes. Et j'ai le plaisir d'avoir le président, l'organisateur de cette manifestation, de cette grande manifestation, puisque je pense que ça doit être, Jean-Louis Casobon, si je me trompe, la plus grande manifestation en nombre sur le département des Hautes-Pyrénées. J'ai pas bien comptabilisé, mais je pense que oui, sans se tromper, c'est 74 000 visiteurs qui, les 2 dernières années, l'an dernier même 74 843 exactement, visiteurs qui se sont pressés devant les grilles du Port des Expos autour des 4 jours que dure le salon. Alors, on va prendre un petit peu le temps de parler de cette 48e édition, bien sûr, de ce salon agricole qu'on connaît bien maintenant sur Tarbes, 48 ans qu'il existe. Vous me disiez qu'au début, il tournait entre 20 25 000 personnes et que là, depuis le Covid, après le Covid, il a connu une progression incroyable puisqu'on est, vous l'avez dit, autour de 74 800 visiteurs pour l'édition de 2024. On va parler avec vous puisque vous êtes vice-président à la région Occitanie, mais vous êtes donc le président de cette structure qui est la Société d'encouragement à l'élevage et à l'agriculture. Jean-Louis Casobon, vous êtes un ancien agriculteur. Ce monde-là, on ne le quitte pas. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, on peut le dire comme ça. Disons, évidemment, je suis retraité, mais la famille a repris. Je dors pas loin des vaches, quoi. Alors, j'ai de temps en temps le téléphone qui sonne, et puis effectivement, je suis encore assez présent et dès les moments de liberté, je mets la main à la pâte. Vous mettez la main à la pâte. Et ça, c'est peut-être votre particularité. Puis vous êtes toujours un homme de parole. Hein. Quand vous dites quelque chose, on ne peut pas vous prendre à défaut de ne pas le faire. Cet ancrage local, c'est quelque chose qui vous tient. Vous êtes maire de la commune de Pouilly-Ferré. Votre papa était l'ancien maire. C'est cet ancrage local, le monde agricole. Et vous êtes quand même vice-président de la région Occitanie. Et vous êtes aussi, donc, en tant que membre maire de la commune de Pouilly-Ferré, vous êtes aussi à l'agglo. Oui, bien sûr. Ça, c'était pas programmé, hein, mais effectivement, l'intérêt que je porte, comme je suis pas le seul à porter ces priorités, pour moi, l'ancrage local, la ruralité, c'était l'agriculture, mais je pense à la ruralité, à l'aménagement du territoire, à la vie économique aussi de ces secteurs. Moi, j'ai toujours dit que la ruralité, c'est pas une concentration de couillons, quoi, hein, pour parler clair, elle peut... Et dans l'esprit, pour avoir côtoyé les sphères parisiennes dans mes mandats de chambre d'agriculture, c'est vrai que... Et on le ressent vite, les technocrates là qui sont autour. À partir de la première couronne, la France n'existe pas. Donc, voilà. Alors, je suis persuadé qu'il y a une qualité de vie dans la ruralité, que l'on soit agriculteur ou pas. À partir du moment où on a les services qui sont offerts à la population, éducation, santé, communication, tout ce que vous connaissez, chacun d'entre vous, vous aussi, vous habitez dans la ruralité. Est-ce que Lourdes même est une grande métropole urbaine? Je ne le crois pas. Même le département, je pense, à lui-même, c'est un gros quartier de Toulouse. C'est exactement ça, oui. Donc c'est vrai que ce département, quelles que soient les communes, même Tarbes, c'est pas la ville-préfecture, on ne peut pas dire qu'on a une très grande ville. Non. Mais c'est important pour vous. Et vous êtes vice-président donc, à la région Occitanie. Vous avez en charge la viticulture, la souveraineté alimentaire, la montagne et l'eau. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Je pense que si on m'a demandé de m'occuper de l'hydraulique, l'eau, c'est justement par rapport à mon passé de président de chambre d'agriculture et le contact qu'on avait. Alors, dans la région Occitanie, c'est vrai que ce problème de l'eau, selon les bassins ou les sous-bassins hydrographiques et hydrauliques que l'on habite, il ne se pose pas de la même manière. Lorsqu'on va dans les Pyrénées-Orientales et dans l'est de l'Aude, là, on se rend compte que vraiment, le réchauffement climatique, il est bien présent et la donne a changé.
Et là, on ne peut pas l'aborder, cette question, de la même manière qu'on l'aborde ici à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées ou dans les Pyrénées-Atlantiques, où de ce côté-là, bon, l'an passé, il y avait même un trop d'eau, si je le prends sous l'angle agronomique, alors que là-bas, on est dans une zone, je dirais, semi-aride. Et voilà, et là, c'est comment vont vivre les populations, parce que même le tourisme dans ces zones-là, tous ces parcs aquatiques, les campings et autres l'été, il y a des besoins en eau considérables et les ressources, il va falloir les amener, amener l'eau le plus possible au travers d'Aqua Domitia. C'est un tuyau qui part du Rhône avec un canal où des gens il y a eu des visionnaires, notamment Philippe Lamour, et puis après la société Baronne Languedoc, comme ici Rive et Eau, qui sont les bras armés de la région justement. Et il y a une espèce d'union sacrée, parce que l'enjeu, il est très important. Oui, l'eau, c'est vrai que nous, on a l'impression que parce que ici on a de l'eau, il y a de l'eau partout. Voilà. Et quand on entend à la météo déjà des endroits où on dit on est en sécheresse, alors qu'il nous est tombé, je ne sais pas combien d'eau cette année, on a du mal à le croire. Oui, et puis c'est ça, l'eau, elle a besoin d'être gérée. Ici, on a la chance d'avoir les montagnes au-dessus, qui sont un château d'eau, hein. Et avec des barrages hydroélectriques gérés par EDF aussi. Et puis, donc, l'eau qui coule dans les rivières, elle ne vient pas toute seule. Il y a un débit biologique de la rivière, bien entendu, un débit naturel qui est dû au bassin versant. À un moment donné, on le régule aussi en stockant, en lâchant au bon endroit, à la bonne quantité. Et il y a je préside l'ancienne compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, CACG, c'est Rivéo. Là, il y a 250 personnes qui, au quotidien, travaillent sur ces sujets, pour tout à Dour-Garonne. On va parler aussi de souveraineté alimentaire. Il y a un an, lorsque vous étiez venu pour présenter l'édition de 2024 du Salon de l'Agriculture, nous étions en pleine crise agricole avec des manifestations, avec un président qui a été chahuté lorsqu'il a été visiter le Salon de l'Agriculture de Paris. Cette année, le climat est quand même beaucoup plus serein. Oui, il a été plus serein, bien sûr. Entre-temps, il y a le projet de loi qui est sorti juste avant le salon. Les élections aux chambres d'agriculture étaient passées aussi depuis la mi-janvier. Donc l'engouement qu'il pouvait y avoir, la surenchère entre syndicats et où il fallait démontrer la présence et la force de chacun, ça s'était plutôt estompé. Et puis, voilà, il y a certaines filières aussi qui ont vu les cours des produits, je pense à la viande notamment, ont vu les cours remonter à un certain niveau qui atteint la rémunération pour le producteur, quoi. Et tout ça, je ne dis pas que tout est gagné, mais ça a calmé les choses. Mais il y a eu des avancées donc, pour le monde agricole quand même. Oui, bien sûr, oui. Il y a eu des avancées, il y a eu des demandes qui ont été, ils ont accédé aux demandes que la profession faisait. Il y a encore un gros travail à faire, mais tout ça, l'acte de production, il a été, au fil des années, d'abord, il sert de variable d'ajustement. Quand vous entendez parler de négociations commerciales, là, notamment ces jours-ci... Avec les supermarchés, avec voilà. les... Oui. Et finalement, il y a l'industriel, le transformateur au milieu, et en bas, le producteur. Donc, automatiquement, c'est toujours le dernier maillon de la chaîne qui est pressuré. Et à force, il y a des filières où les producteurs ne sont plus au rendez-vous. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, aujourd'hui, en France, elle n'est pas gagnée. Vous avez 45% des volailles, je parle des poulets là, oui. Qui sont importés, Brésil, Ukraine et autres. On n'a pas la capacité à les produire, alors qu'avant on était exportateur. La viande ovine, on ne couvre que 45% des besoins. En bovin, et c'est là que quand on parle du Mercosur, la grande crainte, c'est cette filière qui serait la plus impactée. Les importations aujourd'hui, elles sont à 20%, et là c'est des morceaux nobles qui arrivent, les plus rémunérateurs. Donc tout ça me fait dire que quand je regarde le paysage, il y a, dans les 10 années, il y a 45% des agriculteurs qui cessent leur métier, qui arrivent à l'âge de la retraite. C'est comment on renouvelle ces populations pour assurer la sécurité alimentaire. Voilà. Il y avait un homme politique, un grand homme,
s'appelait De Gaulle. Je ne me prends pas pour le général De Gaulle, hein, je répète ce qu'il disait. Ouais. Il disait, un pays qui n'est pas capable de se nourrir n'est pas un grand pays. Et je me demande si cet homme-là n'avait pas raison, parce que c'est un danger. Et le challenge à relever, c'est ça, c'est comment on remplace ces gens-là qui vont partir à la retraite pour justement fournir la population à tous les Français, la nourriture à tous les Français. Comment on peut effectivement donner envie lorsqu'on entend à la télé que des sujets qui sont très négatifs en concernant le monde agricole? On parle de gens qui ne s'en sortent pas, qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Il y a un taux de suicide chez les agriculteurs qui est absolument énorme. Souvent, on les caricature avec des gens, si on est paysan, on est célibataire, d'où même une émission de télévision. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, on inciterait les gens ou les jeunes à reprendre des exploitations agricoles? Il y a du travail 7 jours sur 7, c'est difficile de prendre des vacances. On a un peu ce souci. On parle aussi des fois du désert médicaux, mais je pense qu'on a envie aujourd'hui aussi de vivre pleinement de son travail, de sa passion, mais avoir des loisirs. Oui, bien sûr. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout cela n'aide pas. Et à un moment donné, j'ai fait du syndicalisme. Et je toujours dit que ça donnait, à force de pleurer, ce n'est pas en pleurant qu'on attire... on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais là c'est pareil, on ne donne pas une bonne image. Ce que je vois, il y a quand même des jeunes qui ont envie de s'installer, il y a des organisations à trouver, justement pour avoir des temps de répit, de vacances, et voilà. Alors, il y a certaines filières agricoles qui arrivent à cela. Il y a, alors en plus, si on travaille dans le domaine du végétal, il y a des temps de respiration. Hein. Il n'y a pas la contrainte. C'est dans l'élevage qu'il y a des contraintes, comme si vous étiez cuisinier. Le restaurateur, il est soumis au même régime que l'agriculteur, parce que lui, il doit nourrir des gens, les autres des animaux. Des animaux, oui. Et c'est là qu'il y a besoin d'organisation au travers du collectif ou autre pour avoir ces temps de repos. Et après, moi je pense que le problème principal, c'est la rémunération. Les gens qui travaillent ont besoin d'être rémunérés. Et c'est là, quand je disais que ce secteur avait été pressuré et qui n'arrivait pas à sortir un revenu, c'était un souci. Alors, on voit, à mon avis, justement, une certaine prise en compte de cela au travers des lois Egalim ou autres. Mais c'est toujours pas gagné et c'est là le principal. Par contre, il y a aussi des bons côtés. On me dit, moi ce que je vous dis, c'est la passion du métier, la passion c'est bien, mais la passion c'est comme un amour, elle a des hauts et des bas, il y a des moments... On dit que le grand amour dure 3 ans. Oui. Alors, la passion, si le travail n'est pas rémunéré, ça ne marche pas. Et voilà, alors il y a des secteurs qui ont progressé, il y a quelques exemples qui marchent, heureusement. Mais bon, voilà, la majorité, une grosse partie, l'ambiance n'était pas au rendez-vous à cause de cela. Pourtant, malgré les manifestations, les blocages qu'il y a eu l'année dernière des agriculteurs, on voit l'amour des Français pour le monde agricole et les agriculteurs. J'ai vu ça, oui. Les derniers sondages atteignent des sommets, justement, auprès des Français. La cote d'amour est au plus haut niveau. Bon, parce qu'il y a aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience de cela, parce qu'au-delà de la nourriture, qui est le quotidien de tous, 3 fois par jour, on mange, qui que nous soyons, des fois ici un peu plus même. Des fois, il y a le casse-croûte. Mais ceci fait que il y a ça, mais il y a aussi le paysage, le cadre de vie, l'environnement. Et dans nos secteurs, ici, de montagne ou de pré-montagne, on a besoin d'avoir... c'est une région très touristique et le tourisme, il repose sur le paysage. Et le paysage, on a besoin de l'homme et de l'animal pour qu'il soit entretenu. Aucun intérêt à aller faucher des prairies s'il n'y avait pas les animaux pour consommer le foin, l'herbe, qui sont des protéines végétales. Mais
On a beau, même le plus fervent des végans ne pourra jamais manger de l'herbe comme ça. Et ces espaces-là, on a besoin de l'animal pour les transformer en protéines de viande, notamment. Malgré cet amour des gens pour l'agriculture, on peut s'apercevoir que la vente en direct ne décolle pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois des explications. Lorsqu'on entend à la télé, par exemple, je vais donner des prix, mais pour essayer de faire comprendre. Si par exemple le producteur vend à 8 euros, et là on nous explique qu'il n'en vit pas. Nous, au supermarché, on va l'acheter 15. Mais si on l'achète en vente en direct, on le paye 18. Donc entre le 8 euros qu'il le paye et où on dit qu'il ne vit pas à un supermarché ou à un importateur ou à quelqu'un qui va le transformer. Et nous, consommateurs, est-ce que ça ne serait pas juste de dire si tu ne le vis pas à 8, le supermarché, lui, le vend à 15 et il vit avec, est-ce que tu ne pourrais pas le vendre à 12 ? Et ça ferait peut-être aussi quelque part un engouement pour les personnes, à la fois aussi son pouvoir d'achat, et deuxièmement aussi où on achète la viande, la traçabilité. Et là, on a du mal, j'ai l'impression qu'on a du mal, les prix s'envolent quand on va en direct. Alors, tout dépend de ce qu'on vend. Oui. Si c'est des produits non transformés, produits bruts, légumes, fruits, je pense que là, la vente en direct, elle est compétitive. Après, dès qu'il s'agit de transformer un produit, viande ou autre, il y a des contraintes sanitaires. Je prends un animal, si je prends un gros bovin, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des morceaux nobles qui ont une clientèle, disons, on vend plus facilement. Allez, pour être clair, vous prenez une carcasse de bovin, je prends une vache. Dans la vache, il y a des morceaux qui vont s'adresser à la consommation au quotidien, au domicile, le steak, autre, et puis après, il y a les avants. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a l'avènement du steak haché. On arrive à le transformer. Sinon, le pot-au-feu que faisait la grand-mère et comme ça, il y en a beaucoup moins. Le bœuf bourguignon, bien sûr qu'il y a encore des personnes qui cuisinent, mais on voit bien qu'il y a une tendance pour le prêt à consommer, le prêt à l'emploi. L'autre jour encore, je voyais une étude, pourquoi les jeunes générations délaissent les fruits et légumes. Alors on parle du prix, mais aussi il faut les cuisiner, certains produits. Et il y a une réticence, on préfère faire autre chose que cuisiner, qu'on soit homme ou femme. Voilà, c'est la vie d'aujourd'hui qui veut ça. Mais par contre, après, c'est des problèmes logistiques. On a monté des plateformes de regroupement de produits pour aller notamment à destination de la restauration collective. Et là où on bute, il y a quand même quelques gros donneurs d'ordre qui ont le pouvoir de massifier l'offre. Alors, je prends les gros faiseurs, ils vont aller livrer 2 fois par semaine la nourriture pour un lycée, pour les 400 ou 500 élèves. Ils vont amener les menus. Et ces menus, ils sont préparés. On sait que le 3 avril, il faudra 500 repas à tel endroit, il y aura telle chose, telle chose. C'est le repas complet. Quand vous montez une plateforme comme ça, vous allez apporter 30 kilos de saucisses à Argelès-Gazos, 50 cuisses de poulet, enfin, je dis n'importe quoi, à Vic-Bigorre, et c'est le transport. Donc, et en clair, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Que les produits alimentaires, 72% des produits alimentaires passent par le créneau de la grande distribution. Voilà, c'est ça. Après, il y a les marchés, voilà. Il faut avoir le temps d'y aller. Là aussi, ce fameux temps, on n'a plus le temps de cuisiner, on n'a plus envie de prendre le temps de cuisiner, on n'a plus envie de prendre le temps d'aller faire les courses dans différents magasins. On va dans un seul, on ramasse tout et on rentre. Et alors, vous allez aller au marché, il va vous manquer la paire de chaussettes que vous allez trouver à tel endroit, je ne sais pas moi, le spray ou la laque également. Au marché, vous devez repartir ailleurs. Et ça, c'est des habitudes de consommation qui viennent percuter la vente directe. Alors, elle y est quand même, il y en a. Il y a des gens qui se sont spécialisés, qui tous les matins font des marchés, c'est clair. Mais ça représente un gros 30% de la consommation.
Jean-Louis Cazobon, vous êtes notre invité dans cette émission puisque nous parlons du salon, de la 48e édition du salon agricole qui va ouvrir ses portes, qui se déroulera du 6 au 9 mars prochain. Alors, derrière ce salon, il existe une association, on en a un petit peu parlé au début, la SEAE, la Société d'encouragement à l'élevage et à l'agriculture. Vous en êtes le président. Pour vous, une fierté, 74 800 visiteurs. On va rentrer un peu dans les coulisses de ce salon qui est un énorme succès. Alors, on aurait pu penser que le Covid allait mettre un coup de frein. Alors, bien sûr, les 1 ou 2 ans où il y a eu le Covid, bon, mais là, c'était compliqué, mais il est reparti de plus belle et voire, il a explosé les chiffres. Oui, c'est exact. L'année avant le confinement total, là, bon, je ne me rappelle plus quelle année c'était, 20 ou 21, 20 Oui. peut-être. Là, on a subi quand même une régression. On est retombé à 40 000 visiteurs. Effectivement, là, on n'a pas fait de bénéfice, hein, on a fait un trou. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est reparti effectivement de plus belle. Et on a connu une progression qui, à mon avis, je crois qu'on a atteint des plafonds par rapport au bassin de vie qui est le nôtre. Bon, on n'est pas aux portes de Toulouse ni de Paris. C'est pas un salon spécialisé. C'est peut-être ça aussi qui fait son succès. C'est un salon comme celui de Paris qui s'adresse à tous les visiteurs parce qu'après vous avez le sommet de l'élevage à Cournon, vous avez le Space à Rennes qui sont des salons ciblés vers une certaine clientèle agro-professionnelle. Là, on a ce volet-là à petite échelle, mais après vous avez la motoculture, vous avez besoin de tonneuses à gazon, vous allez trouver toute la palette à Tarbes pour l'avoir, tout ce qui est plaisance. Mais il y a le côté festif aussi, le soir, les soirées du salon. Les journées également, il y a les restaurants. Et là, La fameuse côte à l'os. La fameuse côte à l'os, dont la renommée a franchi les frontières du département depuis belle lurette. Oui. Et on vient de loin pour manger la côte à l'os. Et puis aussi les jeunes agriculteurs qui proposent les produits de leurs exploitations à eux. Et là, ils ont des cuisiniers qui les travaillent. Bon, tout ça, c'est la mise en avant de la production agricole. Et puis il y a ce côté-là que je ne sais pas expliquer. Pourquoi cet engouement qu'il y a autour, là, on ne fait pas venir des vedettes du rock ou autres, là, pour meubler. La blonde aquitaine, peut-être, est une vedette. Oui, si l'on veut. Mais justement, les gens viennent voir si cette exposition d'animaux haut de gamme, hein, parce que ça, Oui. il y en a certains, ils étaient au salon à Paris, là, qui redescendent de là. Il y a un niveau génétique, notamment dans les bovins des Hautes-Pyrénées, qui a tendance à tirer la qualité vers le haut. Et ça aussi, c'est pas commun de voir exposer des animaux de cette manière-là. Alors, vous fait aussi évoluer ce salon hein, avec votre présidence. Vous avez proposé de tenir à des restaurateurs, mais aussi à des associations souvent sportives, hein, comme le TPR à Tarbes, le TGB et puis d'autres, des bodegas, des buvettes Ouais. et de la restauration. Ouais, cette année, même le Football Club Lourdais, rugby, vient. Ils vont inaugurer le FC le 15. Voilà. Ouais. Donc, je pense que ça tient à ça aussi. C'est tous ces supporters-là, tout le sport des Hautes-Pyrénées se retrouvent là à tenir des buvettes qui, évidemment, hein, il faut savoir que pour certains, c'est les déplacements de toute l'année qui se jouent en termes de recettes à ce niveau-là. Mais tout ça, ça crée un engouement autour, une espèce d'esprit du salon que l'on ne retrouve pas ailleurs. À un moment donné, là, en aparté, on discutait avec vous, c'est vrai que c'est le petit Bayonne, là. C'est le petit Bayonne Ouais. aujourd'hui. Mais cet esprit un peu de convivialité, de s'asseoir autour d'une assiette, de discuter, de pouvoir rire, c'est aussi un peu l'ADN des agriculteurs, du monde de l'agriculture. Oui, ça je crois que c'est vrai. Même je le déplacerai c'est un mode de vie rural, Oui. urbain. Et là, le salon,
moi j'ai toujours dit qu'il y avait un trait d'union entre le monde rural et le monde urbain qui se retrouvent autour de certaines valeurs qu'ils partagent à cette occasion. Voilà, je l'explique de cette manière-là. Alors c'est vrai que voir l'évolution qu'il a eue, quand on jette un coup d'œil au rétroviseur, ça fait plutôt plaisir, c'est clair, mais je pense que c'est dû à ça, cette espèce de communion qu'il y a autour de cet art de vivre. 74 800 visiteurs, et vous me disiez, je vous posais la question toute bête, je dis mais pourquoi on paye son ticket d'entrée pour aller voir des vaches qu'on peut avoir, nous on a la chance effectivement, pas comme à Paris, lorsqu'on sort de la ville, on voit bien sûr tous les animaux des fermes qui sont autour de nous. Mais là, vous me disiez, là j'étais surpris, du budget. Le coût de ce salon, on est autour de 640 000 euros là, pour ce salon d'agriculture. Mais je ne m'attendais pas à un chiffre autant, plus d'un demi-million d'euros pour organiser ce salon. Ah oui, il y a un budget, il y a la location, la sécurité, c'est une grosse machine, c'est une brigade légère qui le gère. Il y a une fille qui s'occupe de ça, Fanny Monsuire, à l'année. Et Cédric Abadia, le directeur. Et puis après, ponctuellement, là, cette semaine, ils sont en train d'installer depuis vendredi, je pense, d'aménager le parc. Là, évidemment, ce sont des gens, service remplacement de l'agriculture, qui viennent donner un coup de main, là. Tous les ans, c'est pas des saisonniers, ça va durer 15 jours, quoi. Et alors, évidemment, ça a un coût. Ensuite, après, les animaux, les vaches que vous voyez en rentrant chez vous, c'est pas du tout les mêmes que vous voyez là. Hein. Au salon. Parce que, justement, on indemnise un peu les éleveurs qui préparent ces animaux. Ça a un coût. Alors après, derrière, évidemment, dans ce salon, il y a le côté business. Il y a les maisons de toutes les coopératives agricoles. Il y a des chiffres d'affaires qui se jouent là, en termes de semences, d'engrais, de matériel. Les concessionnaires qui sont là, ils viennent pas pour exposer la peinture des tracteurs ou des machines, c'est qu'il y a une clientèle. Ça se joue aussi à ce niveau-là. Il y a le côté business dans ce salon. Oui, malgré que ce soit familial, il y a le côté business. Et alors pourquoi payer? Parce que les 640 000 euros, bien entendu, on vend des mètres carrés d'exposition aux restaurants, aux buvettes, et des stands à ceux qui exposent. Mais après, l'élément d'équilibre, mais ça suffit pas. C'est la recette des particuliers. Si on n'a pas ça, le gratuit tue tout. C'est clair. Là, si c'était gratuit, alors on essaie d'avoir des tarifs à 6 euros l'entrée. Si c'est en ligne, je crois qu'entre le prestataire et la garantie, ça doit être à 7. Mais sinon, voilà, c'est vrai que ça a un coût et c'est l'élément d'équilibre pour nous. Alors, vous êtes combien à vous occuper d'un tel salon? Parce que vous avez cité quelques noms, mais une fois qu'on est sur place, qui c'est qui gère tout ça? Ce sont des équipes, des salariés ou enfin, comme vous l'avez dit, des prestataires? Oui, il y a une société là. Ce sont des marchés qui sont traités tous les ans pour la sécurité. Alors il y a une préparation avec les services de la préfecture, la police, la gendarmerie, la réglementation des débits de boissons, si le jet 27, moi je voyais le jet tout de la même couleur, manque de peau, il y en a 3 catégories. Oui, parce qu'on n'est pas dans les licences 4 là. Voilà. Alors il y a ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, et ça se passe de cette manière-là. Et puis après, effectivement, il y a les guichetiers, il y a des gens pour contrôler, c'est des marchés qui sont passés, c'est des coûts. Tout ça. Les 640 000 euros. Donc, ça se déroule sur 4 jours. Alors, un peu comme le salon de Paris, le jeudi, c'est la grande inauguration. Et là, on voit bien sûr tous les grands élus du département, de la région qui viennent ouvrir et inaugurer le salon à votre compagnie. Oui, alors normalement, l'inauguration, celui qui procède au geste inaugural, c'est celui qui paye, qui nous aide un peu pendant quelques... Alors, alternativement, on a le président du conseil départemental, le maire de Tarbes, la présidente de région. Bon, cette année, c'est le maire de Tarbes qui va procéder à ça.
c'est lui qui Il va tourne. inaugurer. Il tourne, c'est ça. Vous Ouais, faites il tourner. tourne un an chacun. D'accord. Voilà. Donc le maire de Tarbes donc, inaugure donc, ce salon agricole. Et ensuite, vous faites le tour. Comment ça se passe? Oui, cette année, donc, c'est Gérard Trémège. Là, il y a les discours d'inauguration. Et puis après, il y a un cheminement qui est prévu. Là, hier, il me faisait le schéma. On part stand par stand. Il y a l'ADMR, les cuisiniers. Oui, parce qu'il y a des recettes de cuisine. On travaille avec les cuisiniers des Hautes-Pyrénées, là, les chefs cuisiniers, qui, durant les 4 jours, font des démonstrations de recettes également. Puis après, après on tourne, on va chez les animaux. On a des partenaires espagnols de l'Aragon et Barbastre là, qui ont aussi une série de stands. Là, qui depuis des années, ils collaborent, ils viennent ici. Il y a le salon, il y a tout ce qui est producteurs fermiers, les filières, la châtaigne, Pixtec, le haricot tarbé, le noir de Bigorre, tout ça, ce sont des produits identitaires des Hautes-Pyrénées qui exposent là. Après, il y a du réachat toute l'année pour eux aussi. Oui. Donc c'est important de participer. Vous disiez que ce salon n'était pas extensible et que vous étiez obligé maintenant de refuser des gens qui souhaiteraient plus de 50 refus cette année. Ouais. D'après ce que me disait la dame qui s'occupe de ça, elle me disait qu'elle avait refusé 55 exposants alors qu'elle réoriente vers la fête de l'agriculture à Rabastens sur le marché. On va en parler de cet fête, été, là, enfin au mois de juin. Mais là, oui, au parc, aujourd'hui, pour le salon, il est à l'étroit, quoi. On est à l'étroit. Et on aurait un rôle supplémentaire, on le remplirait, on donnerait plus d'espace à tout ce qui est gastronomie. Voilà, il y a des demandes de ce côté-là. Nos produits locaux, on parle de l'oignon très bon, du haricot tarbé. Comment ils sont mis à l'honneur à travers ce salon? Là, ils se sont regroupés autour de Happy Saveur. Là, ils ont mis tout un espace où ils sont côte à côte les uns les autres. Là. Voilà, ils exposent à ce niveau-là. Et là, après, les consommateurs, ils viennent à leur rencontre aussi parce que c'est toujours pareil. Être présent là, il faut être là, mais c'est toute l'année, il faut qu'ils soient présents ailleurs. Pour certains, c'est possible, pour d'autres, c'est plus difficile. Après, il y a des enjeux. Hein, là. J'étais avec eux, justement, avec le haricot tarbé à Paris. J'avais demandé rendez-vous, parce que j'ai même encore quelques contacts, à la directrice de l'Institut national des appellations d'origine. Ils voudraient faire évoluer leur cahier des charges pour pouvoir récolter mécaniquement. Parce que sinon, le nombre de producteurs qui sont chez eux, il diminue parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre pour récolter. Et ils ne trouvent pas. Les gens, l'an passé, cet automne, ils ont laissé beaucoup de récoltes au champ parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de les récolter. Donc voilà, et là justement, c'est des problèmes. C'est là, quand on les rencontre, on a pris rendez-vous, je pense qu'on va y arriver sur 2 ans, mais cette année, tout ce qui est récolté, c'est une IGP, une identification géographique protégée. Ils ont une commission qui se réunit, ils ont un stock, ils ont fait des essais. Il y aura des analyses organoleptiques qui vont être contrôlées par un laboratoire. Ils doivent amener ces résultats et si ça va, il y a la possibilité, parce qu'elle le veut bien, il y aura une mesure dérogatoire pour le consolider tout à fait l'année d'après. Ces salons où, bien sûr, tous les médias se sont présents, on parle du salon agriculture, ou carrément des chaînes de télévision ou des radios nationales posent leur micro dans ces salons. Est-ce que c'est aussi quelque part pour, vous l'avez dit, voilà, pour faire évoluer des cahiers des charges, pour faire aussi du lobbying sur leurs produits? Oui, alors, bon, là, tout à l'heure, on parlait des élus. Cette année, je pense que les parlementaires, je les ai vus samedi, dimanche, un jeudi, ils ne sont pas redescendus de Paris. Ils viennent vendredi, le samedi. Ils ne seront pas là pour l'inauguration. Il y aura les autres élus départementaux, régionaux, qui sont invités, et viennent qui veut. Alors, effectivement, à Tarbes, après, autour
Ils viennent, hein, les élus. Oui. Vous discutez avec Michel Pellieu, il me dit, je pense que depuis que je suis élu, je n'en ai pas manqué beaucoup. Ils font même un repas, eux, la réunion du vendredi, ils viennent tous Au au salon ensuite. C'est leur organisation et ils s'arrangent pour faire de la sorte. Après, on n'a pas les caméras qui viennent à Paris voir tel leader politique là et qui suivent. C'est pas la même manière. Sont fréquentés, mais on n'a pas la visibilité de Paris. Oui. On va à Paris comme si vous allez aux Folies Bergères, quoi. Oui. Vous qui avez été président de Chambre d'agriculture, vous qui avez accompagné des agriculteurs sur Paris, dans ce salon-là, qu'est-ce qui se joue? Vous avez même déjeuné à plusieurs reprises avec les présidents de la République qui se sont succédés. Oui, bien sûr, ce qui se joue à Paris n'est pas de la même nature ici. C'est pour ça, bon, d'abord, c'est le lieu, et puis rien que la clientèle parisienne, le week-end, les Parisiens vont au salon, comme ici, il y a plus de monde le samedi et le dimanche, c'est sûr. Voilà, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout pareil. Enfin, tout dépend quoi. Le côté m'as-tu vu des politiques qui se déplacent là, ils en ont fait une espèce depuis Jacques Chirac qui passait la journée. Le président de la République aujourd'hui, même encore cette année, Emmanuel Macron, il était présent à 19h. Il y a eu ce problème à Mulhouse là qui a écourté sa visite. Sinon, ils sont là. Alors évidemment. Ils sont interpellés, contactés, ils vont au contact, ils prennent le pouls de la nation. Oui. Mais même à Tarbes, là, c'est le cœur battant de l'agriculture qui se retrouve là, quoi. En clair, vous avez toutes les filières, toutes les organisations qui sont présentes. Il y a des concours qui sont organisés. Ils ont une reconnaissance au niveau national? Oui, entre eux, bien sûr, ils ont... alors, ça dépend des races, mais c'est un moyen, c'est ce que j'appelle le Herdbook, race par race. Ils sélectionnent celui qui aura fait une médaille à Tarbes. D'abord, il y a un concours régional. Par exemple, ici à Tarbes, cette année, c'est la Montbéliarde qui organise son concours régional. Et avant d'arriver... Ils auront un national Montbéliard, il y aura des animaux sélectionnés à Tarbes. C'est cette manière qui procède. Donc c'est une importance capitale de faire partie aussi de ces salons pour ceux qui ont des animaux de race. Les éleveurs qui amènent les animaux, il y a deux choses. Bon, pour certains, on en revient à la passion, ils sont passionnés par ça. Hein, c'est celui qui a la fibre de concourir, d'amener les animaux au concours, c'est ancré chez eux. Bon, mais il y a le côté business derrière. S'il a obtenu le deuxième prix ou le premier prix à Tarbes, vous vendez les produits de cet animal, ben, il est clair qu'ils ont une valeur supplémentaire supérieure à celle que vous avez un animal lambda, quoi. On va bien sûr rappeler les dates de ce salon de l'agriculture. Donc vous êtes l'organisateur et le président de cette structure qui organise ce salon. C'est du 6 au 9 mars prochain. On va, pour conclure cette émission, parler aussi de la deuxième proposition que vous allez faire, que vous souhaiteriez bien sûr peut-être voir se développer. C'est une autre proposition en juin. Oui, c'est la fête de l'agriculture à Rabastens au mois de juin. Là, il y a beaucoup plus d'espace. Il y a des démonstrations de chiens de berger. Bon, on est arrivé lors de la 3e édition à 8000 entrées. On est loin de cela, mais là, il y aura ceux qui se préparent. C'est pas tout à fait calé, mais comme me disait l'autre jour, là, il y aura des soirées musique, oui, avec certains groupes de renommée. Je pense même ils étaient en contact avec Émile et Images. Bon, voilà, oui, c'est
c'est pas tout à fait la même chose. Mais... C'est pas la même chose, mais c'est toujours dans l'agriculture, cette fête. Rabastens, ça avait un marché aussi, ça part de ce principe. Mais à l'origine, oui, Rabastens, c'était pour consolider le marché qui tombait en désuétude. Bon, mais alors, c'est pas ça qui a sauvé le marché, seulement l'association des éleveurs, et nous allons l'aider, même financièrement, je pense, à le consolider. Ils ont mis en place le marché aux enchères électroniques. Ils l'appellent à la criée. En gros, vous mettez le lot d'animaux que vous avez à vendre. Il vaut mieux en avoir plusieurs, hein, mais bon, ils le mettent là. Mettons, ces 3 broutards qui sont là. Le vendeur, il est dans une cabine, comme ici. Il n'a aucun contact avec l'acheteur. Les acheteurs, ils sont devant les animaux et mis à prix. 3,50, c'est au kilo, 60, 70, 80. L'enchère monte, ça clignote en vert. Tout d'un coup, ça s'arrête, ça clignote jaune. Vous avez 20 secondes pour dire oui, vendu ou pas. D'accord. Et ça, du coup, il y a un renouveau. Là, ils atteignent, je pense qu'ils vont atteindre un point d'équilibre. Et l'idée, c'est que ce marché c'est une nécessité en termes de mercurial, de savoir le prix des animaux. Sinon, ça donne une référence. Sinon, l'agriculteur qui est chez lui sur l'exploitation, isolé, le marchand y passe, il a quand même un bagou un peu développé, il donne un prix, ouais, ben c'est ça. Et en clair, on a besoin de cela parce que là, la concurrence est liée. S'il y a assez d'animaux qui viennent là, les acheteurs viendront. Oui. Et c'est comme ça qu'on crée les marchés et les filières économiques. Et là, ils ont fait un bon coup. Alors, parallèlement à ça, on voulait faire un rassemblement pour mettre le marché en lumière. Mais on se rend compte que le public, le marché, c'est une chose et la fête en est une autre. Quoi. Et voilà. la fête en est une autre. Voilà. On va essayer de voir si on peut recoller les morceaux. Donc, ça sera donc fin juin que cette fête sera Rabastens. Et c'est la deuxième grosse organisation que organise donc sous votre présidence, la SEAE, cette société d'encouragement à l'élevage et à l'agriculture. Merci beaucoup, Jean-Louis Cazobon, d'être venu jusqu'à nous. On a eu la chance, vous avez fait la conférence de presse, mais nous, on vous a que pour nous parler de ce salon agricole, cette 48e bon, je édition. vous remercie d'avoir... C'est assez... On a dense. passé du temps, ça a été assez dense. Et puis, ce qui me reste à dire à vos auditeurs, venez, il y a de la place pour les gourmets, pour les gourmands, pour les fêtards aussi, voilà, autour et bien de ces sûr, 4 jours. Et voilà. quelques conseils de précaution, si on vient faire la fête, eh bien, on s'arrange surtout pour le retour de ne pas conduire. Et je sais que les forces de l'ordre sont à l'extérieur. Et que bon, là, il faut juste s'organiser pour passer un moment le plus festif possible en toute sécurité. Un dernier chiffre, l'an dernier, justement, en préparation de la sécurité, c'est vrai que les gendarmes nous parlaient de ça. 545 contrôles, je crois, et ils ont eu 2 cas positifs. Voilà, donc c'est ça vrai veut dire que les gens sont organisés. Voilà. On peut faire la fête et à la fois rentrer le plus sereinement possible et de ne pas faire que gâcher cette fête magnifique qu'est le salon agricole à travers un accident ou pire. Bien voilà, sûr. donc on rappelle juste ces quelques mesures de sécurité. Voilà, faites une bonne fête, bon salon, bonne inauguration, Jean-Louis Cazobon. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous parce que c'est intéressant aussi de parler du monde agricole, même si nous, on l'a dit au début, on est un gros département rural, ça fait du bien aussi de parler de ce qui se passe chez nous. À bientôt. Merci. L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercaz.